amis, alors je sais, je suis désolée pour le retard, j'aurais dû les faire plus vite ces deux dernières, d'ailleurs elles étaient prêtes, mais j'ai chopé un virus, comme je l'ai fait circuler, un rançongiciel pour être plus précise. C'est une belle saloperie, ceux qui veulent chercher ce que c'est, bah, Google est votre ami. Je vous la fais rapido. C'est un virus qui vous pourrit tous vos dossiers, qui vous pourrit Windows et surtout qui vous crypte toutes vos données personnelles, documents, photos, vidéos. Il y a visiblement une protection au-dessus de ma tête puisque, aux grandes dames de mes détracteurs, tous les dossiers vous concernant n'ont pas été touchés. Vous voyez, comme quoi, Chalala, il est avec moi. Je m'excuse pour le retard, surtout qu'elles avaient été faites, même si j'avais commencé à considérer qu'elles étaient obsolètes. Donc voilà, je reviens et on finalise notre affaire Maillot. Et comme je l'avais prévu, ce sont les ordonnances et les jugements dont je vais faire état aujourd'hui. Je sais que la décision de la Cour d'appel est tombée hier. Bon, je suis un peu déçue, mais bon, connaissant les accointances du juge, c'est pas surprenant, hein. Donc on parlera des protections plus tard, parce qu'à la moment, il faut peut-être ouvrir les yeux, hein. Mais bon, vive le héros. En tout cas, il a quand même été reconnu, et c'est confirmé par la justice, comme kidnappeur d'enfants, hein. On en est là. Donc j'avais déjà fait un petit clin d'œil, mais je voudrais quand même remercier Maître d'Angléan pour avoir diffusé sur Internet l'ordonnance de renvoi que je n'avais pas, et puis le jugement correctionnel du mois de janvier 2020. Parce que bon, moi je me serais contentée du jugement du 30 août 2018. Bon, au final, on va pouvoir faire le tour des trois. Par contre, maître, je me permets, hein, va peut-être falloir apprendre à scanner les documents, parce que d'un côté, on est propre, mais de l'autre côté, il faut une loupe, hein, je ne sais pas, vous avez un souci au niveau gestion. Bref, c'était une petite boutade, je vous remercie. Si vous pouviez faire pareil avec le dernier jugement qui vient d'être rendu, juste pour mes archives, ce serait sympa. Hein, clin d'œil Pampers qui rage. Donc, on va commencer par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui a été réalisé le 18 janvier 2017. Voilà, hein, je vous montre, ordonnance de renvoi, hein, 18 juillet 2017, on a la date, hein, voilà, édité le 18 juillet 2017, je ne l'invente pas. Donc, ce qu'on appelle l'ordonnance de renvoi, c'est un peu les conclusions de l'enquête qui permettent de déterminer si oui ou non on envoie les gens devant le tribunal, et donc un juge pourra être jugé et condamné selon si on estime qu'il y a condamnation. Donc, on va reprendre les attendus dans les faits établis. Le samedi 22 septembre 2012, les gendarmes d'Amancet, alors en service de surveillance générale sur la commune de Bollandoz, procédaient au contrôle d'un véhicule Mercedes Vito qui circulait sur la RD 32. Le conducteur obtempérait et stationnait son véhicule. Il présentait alors son permis de conduire au nom de Christophe Borja, ainsi que les papiers afférents aux 10 véhicules. Le passager présentait une photocopie de sa carte d'identité au nom de Christian Maillot, puis ouvrait précipitamment la porte et prenait la fuite à pied à travers champs. Malgré une poursuite par les gendarmes sur place et l'appel de renfort, le fuyard n'était pas retrouvé. Il s'avérait que Christian Maillot faisait l'objet d'un mandat d'arrêt suite à sa condamnation à la peine de 1 an d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Perpignan en date du 2 avril 2009 pour soustraction d'enfants des mains de la personne chargée de la garde. Oh, dis donc, encore une histoire d'enlèvement d'enfants, c'est surprenant, hein. Donc je rappelle que c'est le soir même que Christian Maillot avait été récupéré à la sortie de son champ par Janet et Jérémy, qui, je l'ai su récemment, l'ont déposé en Suisse. On se demande bien chez qui, mais on finira par le savoir. Voilà, on continue, c'était mon petit clin d'œil. Christophe Borja déclarait qu'il connaissait très peu son passager dénommé Elliot, et dont il était surpris du comportement. Il expliquait être sur la région d'Amancet car il s'était perdu en se rendant chez des amis que devait lui présenter Elliot pour un projet éco-bio. Il affirmait ne pas connaître son nom de famille, ni sa vie ou son passé. S'agissant d'une rencontre fortuite et récente, à l'issue de son audition, Christophe Borja était laissé libre et il lui était rendu les affaires de Christian Maillot. La foule du véhicule permettait de trouver, outre des papiers au nom de Christian Maillot et des effets personnels, 2 cahiers. Un cahier format A4 comportant 26 pages manuscrites et un second cahier de petite taille comportant 23 pages manuscrites. Les mentions manuscrites proviennent de plusieurs auteurs différents.
La lecture de ces écrits permettait de présumer que leurs auteurs avaient mis en place des surveillances et observations et organisé un réseau de contacts afin de procéder à l'enlèvement d'enfants. Notamment sur le petit cahier figuraient les mentions sous l'entête Action clandestine offensive dossier Léa, faisant état de la récupération de 3 enfants avec les options d'action comme kidnapper, séquestrer les adultes ou encore prendre d'assaut la maison pour neutraliser les occupants, les faire avouer et récupérer les enfants et rechercher des preuves, voire de l'argent. Que des trucs pisse, hein. Ces écrits étaient suivis de notes sur une famille dont les professions des pères et grands-parents étaient renseignées, comme le type et numéro d'immatriculation des véhicules par eux utilisés. Il était également fait état de surveillance très précise effectuée à l'insu de cette famille et d'un compte-rendu d'entretien avec une enfant, provoqué par le faux prétexte d'une demande à l'enfant d'aider à la recherche d'un petit chien perdu. Trop de méthodes. Ces écrits faisaient également apparaître les noms donc de 2 communes de Charente-Maritime et comportaient une planification d'une force opérationnelle comportant 3 équipes et leur matériel, ainsi que des références à l'argent nécessaire à chaque équipe. Bon, ça on l'a vu, j'en parle aussi dans les carnets, hein, puisque c'était dans les carnets. Ces cahiers faisaient encore référence à des coordonnées GPS dont la vérification faisait apparaître qu'il s'agissait de points situés sur la commune de Montendre. Donc les véhicules permettant, donc comme ils avaient relevé le type, les plaques, ça permettait d'identifier le propriétaire qui n'était autre que le père des enfants Gatchadoa. Les gendarmes ont donc pris contact avec la famille afin de mise en garde. La famille étant entendue, donc je raconte l'histoire, était marié, 3 enfants, enlèvement par la mère pendant 2 ans et 8 mois, voilà, hein, parce que soupçon d'actes pédophiles qui n'ont jamais été prouvés, puisque même les enfants continuent de vous le dire, mais ça ne rentre pas, qu'ils n'ont rien subi. Et bon, voilà, donc elle avait été hospitalisée, nanana. En fait, c'est un peu une synthèse du dossier, hein, voilà. Et, ce monsieur, personne ne connaissait Christian Maillot ou Christophe Borja. La fillette entendue le 17 octobre 2012 expliquait que 2 semaines avant la rentrée scolaire, elle était chez une amie qui habite au logement de fonction du collège de Montlieu-la-Garde. Et qu'alors qu'elle jouait sous le préau, une dame était entrée dans la cour du collège en disant qu'elle avait perdu son petit chien et avait accepté la proposition d'aide des enfants présents pour le chercher. La fillette ajoutait que, profitant de l'absence à proximité immédiate des autres enfants, la dame l'avait appelée par son prénom, lui précisant être une amie de sa mère et qu'elle voulait savoir si son père et sa grand-mère lui faisaient toujours du mal. Elle précisait encore que la dame ne semblait pas croire ce que la fillette lui avait répondu, à savoir que son père ou sa grand-mère ne lui avait jamais fait de mal et que sa mère était malade et qu'elle avait d'ailleurs dit préférer tuer ses enfants pour les protéger de leur père. Elle ajoutait que la dame lui avait demandé de se revoir et lui avait posé des questions sur ses habitudes pour savoir si elle sortait seule dans la rue ou jouait seule chez ses grands-parents. Mais sinon, pour moi, et je le dis et je le confirme, ce sont des méthodes de pédophiles. Voilà, donc on ne vient pas me croire qu'on veut protéger ses enfants des pédophiles en utilisant les mêmes méthodes. La fillette reconnaissait donc sur photographie son interlocutrice comme étant Janet Ziman, compagne de Christian Maillot, et reconnaissait également sa voix à cause de son accent particulier. Quant à la dame chez qui cela s'est déroulé, elle était entendue et indiquait avoir vu les enfants chercher un chien déclaré perdu par une jeune femme, laquelle lui avait dit l'avoir égaré pendant son jogging. Elle signalait que la femme avait un accent des pays de l'Est et reconnaissait également Janet Ziman comme étant la personne vue ce jour-là. Les cahiers saisis faisaient également référence à une seconde enquête, sous la référence l'affaire Joy. La lecture des notes permettait de comprendre qu'il était fait référence à une jeune femme du nom de Joy, présentée par le ou les rédacteurs des cahiers comme victime d'un réseau. Donc elle a aussi été entendue expliquer qu'elle avait été victime, alors qu'elle était enfant ou adolescente, de 2 faits d'atteinte sexuelle sur sa personne, ces faits ayant donné lieu à des enquêtes et à la condamnation de leurs auteurs. On est loin du réseau pédophile qu'ils étaient partis chercher à Besançon. Elle affirmait qu'en aucun cas son milieu familial n'était en cause et qu'il n'existait aucun réseau pornographique à sa connaissance. Et pourtant, c'est pas ce qu'on nous a vendu. Elle ajoutait que, sensibilisée à ces problèmes, elle consultait les sites anti-pédocriminalité et que c'est à cette occasion qu'elle était entrée en contact avec Jérémy Lehu. Elle l'avait vu notamment le 22 septembre 2012 à Bollandoz, à sa demande,
Il était accompagné d'une femme prénommée Jenna, décidément les fausses identités c'est leur truc, ayant un accent bizarre et il voyageait en camping-car. Elle déclarait, ouais le camping de Sylvie, hein, elle déclarait connaître le nom de Christophe Borja et reconnaissait sur photo Christian Maillot qu'elle connaissait sous le nom de Stéphane. Petit dos. Christian, Stan, Stéphane, Elliot, ouloulou, pléthore. Les enquêteurs prenaient connaissance d'un article paru sur un site de Christian Stan Maillot qui permettait de constater qu'il avait organisé un groupe en vue d'une prétendue lutte contre la pédocriminalité. En effet, il résultait de cet article que le 22 septembre 2012, il y avait bien présent dans le Doubs 2 équipes avec 2 véhicules différents. Jerry est la rédactrice de l'article. Ah, on a Jerry aussi. Et mais où est Tom qui allait rencontrer à Bolandos le témoin victime du réseau satanique pédophile. Alors que, je vous rappelle, la jeune fille a dit que non, il n'y avait pas de réseau. Mais bon, voilà, quand on a un cerveau malade, même quand on vous dit non, on y croit. Hein, voilà. La seconde équipe contrôlée par les services de gendarmerie est composée de Stan Maillot et Christophe Borja, désigné comme le conducteur du véhicule contrôlé. Il ressortait encore de cet article que son auteur allait organiser une conférence publique à Amancet au prétexte que Christian Maillot aurait été arrêté mais tenu au secret, voire qu'il serait en danger de mort. Donc je le redis encore une fois, depuis le temps nous avons tous compris et su sans aucune ambiguïté que cette disparition c'était que du flanc pour récupérer au bas mot 15 000 € pour pouvoir vivre sur votre dos, puisque le soir même, je le redis et je le répète, Maillot était récupéré à la sortie de son champ par Janet et Jérémy et qu'il était déposé en Suisse. Chez qui, je vous le demande. Mais je vais le trouver. Faites-moi confiance, ça m'intéresse. Concernant Christophe Borja, parce qu'après, donc c'est chaque accusé, co-accusé avec sa petite histoire. Bon, je pense qu'on avait fait pas mal le tour, hein. Donc il est interpellé, placé en garde à vue, il expliquait qu'il avait découvert depuis 1 an l'existence, non ça c'est le 23 octobre 2012, quand ils ont décidé en fin de compte de quand même l'arrêter, découvert l'existence depuis 1 an de réseaux pédocriminels, qu'il participait via internet à des discussions sur des sites de lutte contre la pédopornographie. Il indiquait qu'il administrait d'ailleurs un groupe Facebook avec Jérémy Lehu, qu'il avait connu par ce biais et qu'il avait rencontré à Marseille en juin 2012. Il ajoutait qu'il savait que Jérémy Lehu menait des enquêtes dans le but de diffuser des dossiers sur Internet. On n'en a jamais vu aucun, mais bon, voilà, il fait des enquêtes. Il ajoutait qu'il savait que Jérémy Lehu menait des enquêtes dans le but de diffuser des dossiers, qu'il s'occupait notamment d'un dossier sur Besançon. Donc on vient de voir que le dossier de Besançon, c'était beaucoup de vent, puisque les faits ont été jugés, condamnés. Enfin, la victime a obtenu justice. Je ne vois pas pourquoi ils sont partis dans une sorte de réseau. Il précisait avoir découvert sur Internet Stan Maillot et avoir été impressionné par le personnage. Il affirmait alors qu'il rendait visite à sa sœur sur Bordeaux vers la mi-août 2012. Il avait été contacté par Stan Maillot via Internet pour le rencontrer, puis par téléphone par sa compagne. Il indiquait qu'un rendez-vous était alors fixé et que Stan et sa compagne Janet lui avaient expliqué être dans la région pour une enquête sur une maman à laquelle la justice avait enlevé ses enfants pour les confier à un père pédophile. Il reconnaissait avoir accepté de les aider, ayant compris que les enfants étaient en danger. Il précisait que l'histoire de cette mère circulait sur Internet et qu'elle s'appelait Sandrine. Il déclarait qu'il les avait rejoints là-bas et qu'il avait été chargé de noter toutes les entrées dans l'immeuble du père des enfants, vu que les adultes étaient supposés appartenir à un réseau pédopornographique. Il était reparti au bout de quelques jours. Il affirmait qu'il n'avait fait qu'une surveillance visuelle, même si Stan Maillot avait bien du matériel de surveillance plus moderne. Il affirmait qu'il n'était pas au courant de ce qui se serait passé si les enfants avaient été considérés en danger. Il affirmait encore qu'il ne connaissait pas le contenu des carnets saisis quant aux intentions d'action violentes qui y figuraient, mais qu'il n'était de toute façon pas question pour lui de procéder à des enlèvements d'enfants ou d'adultes et que ce seraient des méthodes de gangsters. Moi j'aurais dit pédophile, mais en l'occurrence la violence ce sont des méthodes de gangsters. Il reconnaissait néanmoins lors de sa mise en examen que tout le monde savait que Stan Maillot avait eu des déboires judiciaires, même s'il ignorait qu'il existait un mandat d'arrêt à son encontre. N'importe qui était au courant. Mais bon, bref, quand on est un mythomane, on n'est plus un mensonge près, surtout quand à la première audition on a parlé d'Elliot au lieu d'avouer clairement que c'était Stan Maillot. Donc aussi, excusez-moi, hein, moi les victimes comme ça, j'en fais un tous les matins après mon café. Il ajoutait que vers la mi-septembre, Janet Zeman l'avait recontacté pour qu'il se voie avec Stan Maillot et Jérémy Lehu pour le dossier Joy de Besançon. Il confirmait qu'ils étaient partis à 2 véhicules et que sur place, ils avaient vérifié des adresses d'une maison signalée par la victime comme lieu possible de soirée pédosatanique. Puis s'était rendu au rendez-vous
avec la victime à volandose. Il expliquait que Stan Mayo avait fait 2 équipes et que c'est alors qu'il avait été contrôlé par les gendarmes. Il soutenait qu'impressionné par son arrestation, il avait inventé une histoire et qu'après son audition, il avait jeté toutes les affaires de Stan dans une poubelle, après avoir pris connaissance du contenu des cahiers et était rentré chez lui. Alors ça, c'est une question qui me turlupine. Justement, après avoir pris connaissance de ces notes, Monsieur Borja, pourquoi vous les avez mis à la poubelle, ces preuves? Ah, vous avez bien compris l'enjeu en fait. Vous essayez encore de bouser la justice. Vous voyez, ça n'a pas vraiment bien marché. Il était donc mis en examen pour avoir cours en 2012, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, blablabla. Il résulte de l'enquête que Christophe Borja a intégré en connaissance de cause le groupe informel créé par Christian Mayo, dont il ne pouvait ignorer le passé judiciaire, pas plus que la situation pénale. En effet, la réputation de Christian Mayo est basée sur ses antécédents et le fait qu'agissant dans la clandestinité pour combattre de prétendus réseaux pédophiles, il met en place un groupuscule pour l'aider dans sa tâche qui consiste à soustraire des enfants présumés en danger du fait de la prétendue inaction des forces de l'ordre ou de la justice. C'est d'ailleurs le caractère illégal de ces actes et ces situations de fuite face à une condamnation judiciaire qui lui permet d'attirer des personnes en mal d'action et auto-convaincues de mener un combat juste. Trouvez-vous des vraies vies, les gens, hein? Il reconnaît d'ailleurs avoir été impressionné par l'aura de Christian Mayo lors de la consultation de son site RRR. Il n'ignorait rien non plus de la clandestinité dans laquelle Christian Mayo vivait du fait de ses démêlés avec l'injustice, ni du luxe de précaution de l'intéressé pour éviter de laisser toute trace de ses passages, véhicules prêtés, puces téléphoniques régulièrement changées et au nom de tiers, changement de résidence. Nonobstant ces déclarations suivant lesquelles il n'aurait jamais participé à l'enlèvement des enfants, Christophe Borja a pu démontrer sa capacité à inventer et à dissimuler dans le cadre de sa déclaration aux gendarmes lors de son interpellation suite au contrôle routier du 22 septembre 2012. Il a reconnu avoir participé pendant plusieurs jours à la surveillance de la famille, dont il a pu noter les faits et gestes, le tout dans la plus grande clandestinité et dans le cadre d'une organisation humaine et matérielle très précise. Sa présence sur place pendant 6 jours et sa participation active à la surveillance ne sont pas contestés et résultent au demeurant des vérifications téléphoniques effectuées par les enquêteurs puisque la ligne utilisée par Christophe Borja active des relais sur place entre le 16 et le 21 août. Cette participation active et clandestine à une surveillance pouvait déboucher sur une mise à l'abri des enfants, raison d'être de cette association clandestine, et aurait constitué en réalité un enlèvement des enfants à leur père, seul détenteur de l'autorité parentale. C'est donc en toute connaissance de cause que Christophe Borja a participé à cette entreprise et a commis des actes actifs de surveillance ayant pour objet de se renseigner sur les allées et venues de la famille et a ainsi participé au délit d'association de malfaiteurs. Son nom figurait au demeurant sur la liste des équipes opérationnelles en cas de mise en œuvre d'une action d'enlèvement. Christophe Borja a fait l'objet d'un mandat de dépôt en date du 25 octobre 2012 et n'a été remis en liberté que le 11 décembre 2012 sur décision de la Chambre d'instruction avec interdiction de quitter le territoire français, de rencontrer les autres protagonistes du dossier. Il avait par ailleurs obligation de se rendre une fois par semaine à la gendarmerie de sa commune. Ce contrôle judiciaire sera modifié à la demande de l'intéressé pour des raisons professionnelles. Donc après on parle de son casier. On en arrive à Jeannette. Jeannette, donnez-moi. Alors, Jeannette, elle a été interpellée le 23 octobre 2012 alors qu'elle se trouvait dans la région de Besançon en compagnie de Jérémy Lehu dans un véhicule Peugeot 307 avec une fausse plaque. Ouais. Il apparaissait que ce véhicule appartenait en réalité à une dénommée Sylvie Peyron. Donc, un camping-car et une 307. Dans ce véhicule, il était trouvé des documents au nom de la SARL tenue par Madame Peyron, dont une carte de crédit et une carte pro. Il était par ailleurs trouvé un ordinateur portable, des cahiers et notes, un GPS, une paire de jumelles et un téléphone portable. Il apparaissait encore que le téléphone portable utilisé par Jeannette était à qui? Devinez-le, il est enregistré au nom de Sylvie Peyron. On est loin du pot de confiture. Donc on refait l'inventaire. Dans son sac à main, il était trouvé 4 cartes SIM. Moi, j'en ai qu'une. Hein. Et 200 € en francs suisses. Oh. Se rajoutant une somme de 662 € et une pièce d'or également en sa possession.
Elle était placée en garde à vue, expliquait être originaire d'Allemagne, qu'elle avait été cadre dans une banque, avait rencontré Maillot lors d'un séjour dans le sud de la France, précisait qu'une relation s'était nouée et que depuis il était son compagnon. Elle ajoutait avoir eu des économies dépensées dans la cavale avec son compagnon. Enfin bon, depuis le temps, elles sont bien fondues les économies, donc heureusement que tous les petits pigeons sont là pour envoyer du pognon, parce que sinon, ils seraient morts, hein, ce serait pas un luxe. Là, elle ajoutait avoir eu des économies dépensées dans la cavale et que l'argent en sa possession lui avait été remis par les sympathisants. C'est vous les gens, merci d'aider à la cavale. Elle reconnaissait être en cavale avec Christian Maillot depuis que celui-ci s'était soustrait à son contrôle judiciaire dans l'affaire ayant amené à sa condamnation pour laquelle il était recherché. Elle expliquait encore qu'il recherchait les viols ou actes de violence non punis sur les enfants en réalisant des enquêtes en parallèle avec la justice. On a vu la teneur des enquêtes, hein. Il n'y a que l'audition de mère et d'enfants, mais le reste de la famille, les infos, il n'y en a pas. Non, non, c'est ça les enquêtes, c'est ça le journalisme. C'est prendre et recracher sans faire la moindre vérification. Donc bref, ils en cherchaient. Bon, a priori, pourtant, malgré le temps qu'ils ont passé au Venezuela, pourtant il y en a là-bas. Hein. Il y avait matière, mais ça ne les a pas intéressés. Donc, elle rajoutait qu'ils utilisaient sur le plan matériel tous les moyens pouvant aider à la recherche de la vérité. Et qu'arrivant à un carrefour, elle commençait à se rendre compte que l'usage de la violence pouvait être un moyen pour obtenir la vérité et pour faire pression sur la justice. Sauf qu'en l'occurrence, dans les carnets de notes, c'était pas faire pression sur la justice par la violence, c'était violenter la famille. Et qu'une fois qu'une prise de conscience de la population acquise, il n'y aurait que la violence qui pourra régler le problème. Voilà où ils en sont. Voilà. Sur les faits concernant les enfants Gatchadoa, elle expliquait qu'ayant eu connaissance de l'histoire de Sandrine via Internet, ils étaient allés à sa rencontre et avaient fait une vidéo non diffusée. Sauf que je rappelle que Gatchadoa, c'est quand même la première à dire qu'elle a perdu son dossier ou qu'on lui a volé. Pourtant, vous voyez, je suis sur les dernières vidéos et je vous en ai montré. Donc elle n'a rien perdu, elle ne veut juste pas vous le montrer parce que c'est accablant. Elle voulait des nouvelles de son enfant et en sous-entendu voulait les récupérer en fonction de leur état. Elle rajoutait qu'ils avaient compris avec son compagnon que cette mère était prête à récupérer ses enfants sans l'exprimer clairement, le but premier étant de voir s'ils allaient bien. Elle précisait encore que Stan avait pris l'initiative d'aller plus loin dans cette affaire sans savoir jusqu'où il voulait aller. Elle reconnaissait que l'éventualité d'une soustraction des enfants était possible. Elle indiquait qu'ils s'étaient rendus sur place avec un camping-car qui leur avait été prêté. Et il finissait par reconnaître que ce camping-car avait été prêté par Sylvie Perron, de même que l'ordinateur portable saisi. Oh, quand même. Elle reconnaissait encore que c'est bien elle qui avait contacté la jeune Léa, après 3 jours de surveillance, où les allées et venues de la famille étaient notées, tant par elle-même que son compagnon. Elle confirmait que pour ce faire, elle avait faussement indiqué qu'elle avait perdu son chien pour inciter les enfants à le rechercher et à s'éloigner, ce qui lui avait permis de parler à la fillette en se présentant comme une amie de sa maman, qui s'inquiétait. Elle indiquait avoir été perturbée par le fait que Léa lui ait dit que tout allait bien, tant pour elle que pour ses frères, malgré ses interrogations sur son père et sa grand-mère. Elle reconnaissait avoir proposé à la fillette de se rencontrer à nouveau plus tard. Elle admettait que la première rencontre avait eu lieu avant qu'elle ne fasse appel à Christophe Borja et expliquait sa venue par la nécessité de refaire des surveillances et de revoir Léa. Donc on a bien compris que malgré que la fillette lui ait dit « il ne se passe rien », la surveillance a continué, d'accord ? On a même fait appel à un tiers pour surveiller. Et on vient nous dire, oh non, mais on n'envisageait pas de les enlever, c'est juste pour faire une interview. D'ailleurs, on en a fait une. Eh bien, écoutez, les amis, puisque cette interview existe et que c'est votre seul argument, on attend la diffusion de l'interview de cette petite Léa, parce que je suis prête à parier qu'il n'y en a jamais eu, parce que vous n'en avez pas eu le temps. Voilà. S'agissant des indications portées sur les cahiers photocopiés, elle reconnaissait que le petit cahier était utilisé par Stan et elle-même pour noter leur surveillance à Montendre et qu'il notait aussi d'autres choses sans rapport en lien avec l'affaire. Elle reconnaissait encore qu'ils avaient en leur possession des balises de géolocalisation qui n'auraient pas fonctionné, mais que c'était Stan qui s'en occupait. Lors de sa mise en examen, elle souhaitait ne faire qu'une simple déclaration contestant qu'un enlèvement des enfants ait été projeté. Par la suite, elle prétendait avoir besoin d'un interprète car elle n'aurait pas suffisamment maîtrisé la langue française, ce qui lui sera refusé au regard de sa parfaite maîtrise de la langue française, tant orale qu'écrite. Mais à part ça, ils ne prennent pas les gens pour des cons. Mais enfin bon, j'ai remarqué que de toute façon, plus on vous prend pour des cons, plus on vous en demandez. Donc,
Elle refusait de répondre aux questions du juge le 14 novembre 2012. Janet Ziman se montrait ensuite très en retrait de ses précédentes déclarations dans son interrogatoire du 5 décembre 2012. Elle revenait notamment sur ses déclarations concernant l'usage de la violence, expliquant que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Elle confirmait cependant que c'était bien Christian Maillot qui avait écrit les pages du petit cahier sur les actions violentes à mettre en œuvre pour la récupération des enfants ou les actions illicites, voire violentes, à mettre en œuvre pour financer ces opérations, mais affirmait qu'elle n'avait pas lu ces pages. Elle reconnaissait cependant avoir elle-même écrit ces pages de ce carnet, puis elle refusait de répondre aux autres questions. Elle était interrogée une dernière fois et contestait que la surveillance des enfants ait eu d'autre but que de prendre de leurs nouvelles pour le compte de leur mère. Elle reconnaissait néanmoins que c'est elle qui avait écrit le feuillet 17.2 contenant des listes des équipes d'intervention, mais expliquait n'avoir fait que recopier un tableau écrit par Christian Maillot et que cela n'avait rien à voir avec une action précise, et notamment... mais bien sûr. Elle était mise en examen pour avoir cours en 2012, en tout cas sur le territoire national. Donc voilà, avoir participé. Là, concernant l'enquête, a permis de mettre en évidence que Janet Ziman partageait ce qu'elle-même appelle la cavale de Christian Maillot, dont elle n'ignorait rien des actions d'aide à la soustraction d'enfants à leurs légitimes gardiens. Elle ne peut donc sérieusement soutenir qu'elle ignorait que l'option de l'enlèvement des enfants était réelle et envisagée. D'ailleurs, dans sa première déclaration de garde à vue, et avant de se rendre compte qu'elle avait sans doute commis une erreur, elle a parfaitement résumé l'état d'esprit présidant à l'action de l'association informelle dirigée par son compagnon, en déclarant qu'elle commençait à se rendre compte que l'usage de la violence pouvait être un moyen pour obtenir la vérité et pour faire pression sur la justice, et qu'une fois une prise de conscience de la population acquise, il n'y avait que la violence qui pourrait régler le problème. Pareilles déclarations sont d'ailleurs en parfaite adéquation avec les écrits du petit carnet, dont il faut rappeler qu'il est coécrit par Christian Maillot et Janet Ziman, et qui fait expressément référence à une action clandestine, faisant état de la récupération des 3 enfants avec des options d'action comme kidnapper, séquestrer les adultes ou encore prendre d'assaut la maison pour neutraliser les occupants, les faire avouer, récupérer les enfants et rechercher des preuves, voire de l'argent. L'affirmation de Janet Ziman selon laquelle elle aurait écrit dans ce carnet sans lire ce que son compagnon aurait lui-même co-signé est peu crédible, ce carnet étant un écrit commun et partagé. Elle n'a pu que reconnaître la planification d'une force opérationnelle comportant 3 équipes et leur matériel ainsi que des références à l'argent nécessaire à chaque équipe. Il résulte de ces carnets que l'enlèvement des enfants avait été planifié et organisé. Les faits matériels sont constitués par les opérations de surveillance mises en place par Christian Maillot, Janet Ziman et Christophe Borja afin de vérifier les faits et gestes de la famille, par le stratagème mis en place afin de contacter la fillette, accompagnée d'une demande de discrétion auprès d'elle et la demande d'un nouveau rendez-vous. De plus, même après la rencontre de Janet avec la fillette et les dires rassurants de la fillette, la surveillance ne s'est pas interrompue et s'est même accentuée avec l'intervention de Christophe Borja sur la demande téléphonique de Janet Ziman. Il convient également de rapporter une préparation écrite d'une action clandestine, prévoyant clairement la récupération des enfants et la planification écrite d'une force opérationnelle dotée de moyens humains, matériels et financiers pour mener l'action. Tout ça, je le montre dans les vidéos sur les carnets, je crois qu'il y en a 3. Janet Ziman a fait l'objet d'une expertise psychologique effectuée par lequel exclut toute pathologie mentale caractérisée et toute difficulté spécifique pendant son enfance ou son adolescence. Dès lors, aucune anomalie mentale ne peut intervenir dans la commission de l'infraction. L'expert note cependant qu'elle a été sous l'influence de son compagnon, influence accentuée par l'éloignement de sa propre famille. L'expert met en évidence qu'après un parcours socio-professionnel ordinaire, la rencontre avec Christian Maillot et l'adhésion à ses idéaux l'ont amené à un parcours marginal. Une prise en charge psychologique est préconisée. Peut-on dire que Janet est sous MK Ultra? Voilà, mandat de dépôt, judiciaire, casier judiciaire vierge. On en arrive à Jérémy. Interpellé le 23 octobre avec Janet, Il déclarait être venu dans la région de Besançon à la demande de Janet Ziman qui avait organisé le 20 octobre 2012 une conférence de presse sur la disparition de Christian Maillot, lui-même en ayant profité pour s'exprimer sur une affaire de pédocriminalité qui se passait selon lui à Bolandose. Il s'intéressait sur Internet à des sites de lutte contre les abus sur les enfants et avait à cette occasion découvert le réseau de l'horreur de Stan.
et Janet. Il contestait avoir été mêlé à la prévision d'enlèvement des enfants de Sandrine qu'il avait rencontré par l'intermédiaire d'un copain qui était son ami. Il expliquait qu'il avait parlé avec elle sans avoir cru à son histoire car Sandrine lui avait paru dans un délire complet et incohérent. Il rajoutait que Sandrine lui avait dit qu'il fallait qu'elle récupère ses enfants à tout prix et qu'elle lui avait clairement demandé s'il pouvait le faire pour elle, qu'elle voulait les récupérer par tous les moyens, sauf par la voie juridique parce qu'elle ne marchait pas. Il affirmait qu'il avait alors compris qu'elle voulait les enlever. Il certifiait que même si elle n'avait pas littéralement dit à Jérémy de les enlever, ses propos étaient clairs et il n'y avait aucun doute possible sur son intention. Il rajoutait que cette intention avait été confirmée par son ami David, qui lui avait dit que la seule chose que voulait Sandrine était de trouver des gens pour enlever ses enfants. Lui-même n'étant pas d'accord, il indiquait que par la suite Sandrine l'avait relancé, mais sans qu'il ne donne suite, car il ne croyait pas à son histoire. Il confirmait, réentendu sur ce point lors de sa mise en examen, que Sandrine Gatchadoua voulait à tout prix récupérer ses enfants. Concernant ses relations avec Christian Maillot, il soutenait qu'il l'avait rencontré par hasard avec sa compagne en juillet 2012 sur Toulouse. Il rajoutait qu'un dénommé Paul-Émile Charlton, également investi dans la lutte contre la pédophilie, lui avait conseillé de se méfier d'eux. Lors de sa mise en examen, il reconnaissait que Stan Maillot voulait le revoir pour voir s'il acceptait de travailler avec lui. Il expliquait qu'il n'avait plus de contact avec eux, mais qu'il savait qu'il voulait travailler sur l'affaire de Sandrine sans qu'il l'ait averti qu'il voulait enlever les enfants pour le compte de leur mère. Il rajoutait que cependant, il se doutait que cela devait flotter dans la tête de Stan et Janet. Interrogé sur la présence de son prénom dans la liste présumée des équipes potentielles pour l'enlèvement des enfants, il affirmait n'avoir jamais été contacté pour cette action, qu'il aurait de toute façon refusé et qu'il faisait des plans sans rien demander aux autres. Lors de sa mise en examen, il reconnaissait savoir qu'il vivait dans la clandestinité suite à une précédente affaire de 2007. Il ajoutait qu'il connaissait également Toff, rencontré également sur Internet, qu'il était allé rencontrer sur Marseille et avec qui il avait administré sur Internet un groupe contre la pédocriminalité. Il indiqua encore que Toff lui avait demandé de le rejoindre sur Bordeaux, qu'il ne savait pas pourquoi, même s'il se doutait qu'il voulait lui parler de quelque chose. Mais il n'y était pas allé. Il précisait que Christophe Borja l'avait recontacté en septembre pour le dossier de Joy, avec laquelle il était en contact pour monter un dossier. Il précisait que Stan Maillot voulait tomber sur une affaire pour les relancer, du fait qu'il n'avait rien fait de concret depuis quelques années. En même temps, ont-ils déjà fait quelque chose de concret, en dehors d'enlèvement d'enfants ou d'association de malfaiteurs d'enfants dans le cadre d'un enlèvement d'enfants? Je vous demande, combien d'enfants Maillot a-t-il sauvé? Au passage, je demande où est Camille. Alors, il reconnaissait connaître Sylvie Perron, habitant à Marignane, propriétaire de la société et qui connaissait leurs investigations sur la pédocriminalité. Il précisait que cette dernière apportait une aide logistique en prêtant des véhicules comme la Peugeot 307 dans laquelle ils avaient été arrêtés ou un camping-car dans lequel il a vu Stan et Janet à Toulouse. Il admettait qu'il avait également été logé chez elle à quelques reprises. Il connaissait enfin avoir écrit le grand cahier initialement saisi, à l'exception d'une page écrite par Sandrine Gatchadoua et qu'il l'avait oublié dans le véhicule de Borja. Mais il affirmait qu'il ne connaissait pas le contenu du petit cahier qui est en possession de Stan ou Janet. Donc il était mis en examen, comme les autres. L'enquête mettait en évidence le concernant que même si le téléphone portable de Jérémy lui n'avait pas déclenché de relais en Charente-Maritime en août 2012 et qu'il ne pouvait s'y trouver, il était néanmoins en relation étroite avec Maillot, Ziman et en compagnie de ce qui sera arrêté, Christophe Borja, Sylvie Perron et Sandrine Gatchadoua. Mais oui, il n'a pas été là-bas, lui. Ça explique sans doute pourquoi il a été relaxé, à la différence des autres. Il reconnaît par ailleurs connaître physiquement Sandrine pour l'avoir rencontrée chez un ami commun et il reconnaît qu'elle cherchait des personnes pour enlever ses enfants. S'il affirme qu'il n'a pas cru à son histoire et qu'il n'a pas souhaité s'en occuper, il est néanmoins démontré par les vérifications téléphoniques qu'ils sont restés en contact assez régulier postérieurement à cette discussion. Alors qu'il n'ignore rien des projets d'enlèvement de Christian Maillot et Janet Ziman, dont il dit se douter que cela devait flotter dans la tête, il n'en continuera pas moins à les contacter et à agir à leur côté, acceptant notamment d'organiser ensemble une visite à Joy pour permettre à Christian Maillot et Janet Ziman de se relancer. Ce faisant, Jérémy Lu participe de fait à l'association informelle créée par Christian Maillot et sa compagne. Ok, mais ça c'est pas matériellement prouvé, puisque en l'occurrence il n'a pas été sur place. Il faut d'ailleurs noter que Jérémy Lu a parlé d'une rencontre liée au hasard avec Christian Maillot
alors que l'exploitation des matériels électroniques saisis a permis de retrouver des extraits de traces de type Facebook au sujet de Stan Mayo, qui est présenté comme enlevant des enfants et les plaçant à l'abri de leurs parents. Jérémy Lehu apparaît dans cette discussion et indique avoir contacté Stan Mayo depuis 1 mois sans avoir de réponse. Gatchadoa intervient pour indiquer que Stan Mayo est au courant de son affaire qui serait trop surveillée. Jérémy Lehu répondant que Stan Mayo est au courant de tout mais injoignable et que c'est à nous de faire le boulot maintenant. Cela permet d'une part de douter que la rencontre de Jérémy Lehu avec Christian Mayo soit un hasard, mais cet extrait permet aussi de constater que les activités de Stan Mayo sont clairement exprimées comme enlevant les enfants et les plaçant à l'abri avec leurs parents. La volonté de Jérémy Lehu de travailler avec Christian Mayo est également claire. Les contacts entre eux dans les conditions permettant de mettre en évidence la volonté de Jérémy Lehu de participer aux activités occultes et illicites de Christian Mayo. Donc détention provisoire et au tribunal. Gatchadoa, donc interpellée le 23 octobre 2012, placée en garde à vue. Alors, elle déclarait vivre chez sa tante après avoir vécu 3 mois en colocation avec un autre type. Et être sous contrôle judiciaire dans le cadre de l'affaire de l'enlèvement de ses enfants avec obligation de pointer à la gendarmerie. Oui, puisqu'elle était encore sous le coup de son enlèvement parental de 2 ans et 8 mois. Elle expliquait avoir sollicité et obtenu 2 autorisations de s'absenter du juge pour se rendre chez un ami dans le Gard et être dans l'attente d'une nouvelle autorisation pour retourner dans le Gard. Lors de sa mise en examen, elle excluait au rapport entre sa demande de suspension des obligations de son contrôle et le projet d'enlèvement de ses enfants. Elle indiquait avoir une relation sentimentale avec l'ami Jérémy Lehu qui avait cessé suite à son hospitalisation en psychiatrie. Elle indiquait ne pas connaître Sylvie Perron, mais une autre Sylvie, vivant dans le sud, avec laquelle elle communiquait par téléphone. Elle déclarait ne pas connaître Christophe Borja, Méthoff Dupont, qu'elle avait rencontré sur Internet et qu'elle avait eu une fois au téléphone car son numéro lui avait été donné par Jérémy Lehu, qu'elle avait rencontré au sujet de l'histoire de ses enfants. Elle contestait les propos rapportés par Jérémy Lehu, suivant lesquels elle voulait récupérer ses enfants autrement que par la voie légale. C'est pas comme si elle avait fait 2 ans avant. Elle reconnaissait connaître Stan Mayo et Janet Zeman qui étaient venus chez elle pour évoquer le problème de ses enfants suite à l'apparition sur Internet de son histoire. Stan Mayo et Janet Zeman avaient proposé de prendre des nouvelles de ses enfants. Elle contestait leur avoir demandé de récupérer ses enfants. Elle voulait juste savoir s'ils allaient bien. Elle affirmait qu'elle ignorait les projets de Stan Mayo, qu'elle n'avait pas lu les écrits sur son cahier et qu'elle n'avait été informée que de la surveillance mise en place sans en connaître les détails. Lors de la perquisition effectuée chez sa tante, il était retrouvé une somme d'argent en espèces d'un montant de 5 950 €, dont 118 billets de 50 € dans le sac à dos de Sandrine, alors qu'elle touchait le RSA. Elle contestait que cette somme soit en rapport avec le projet d'enlèvement des enfants, mais elle disait ne pas vouloir mettre son argent en banque pour s'opposer au capitalisme. Elle ajoutait qu'elle voulait aussi acheter une voiture lors de sa première comparution. Placée devant le fait qu'elle venait de vendre celle qui avait été mise à sa disposition par sa tante et qu'il était peu crédible qu'elle veuille en acheter une autre, elle expliquait vouloir acheter une voiture qui consommait moins cher. Il apparaissait par ailleurs que Sandrine avait quitté sans prévenir le juge d'instruction l'adresse de sa tante qu'elle avait donnée pour son placement sous contrôle judiciaire. Elle expliquait qu'elle avait partagé en colocation un petit logement avec un tiers dont l'adresse était incertaine et proche de celle de sa tante, et qu'elle avait préféré garder l'adresse de cette dernière. L'enquête a permis de mettre en évidence que Sandrine Gatchadoa est la mère des enfants, née de son union, et qu'elle a nourri des obsessions sur le fait que sa fille Léa soit un jour victime d'actes de pédophilie. Elle avait alors accusé successivement sa belle-mère puis son mari sur la fillette, déclenchant des enquêtes classées sans suite. Suite à la fréquentation de sites internet, elle avait également développé une croyance d'un complot d'origine maçonnique pour couvrir les réseaux pédophiles, complot dans lequel les forces de l'ordre et les magistrats auraient été impliqués. Suite à la séparation du couple et en opposition avec la fixation de la résidence des enfants au domicile du père, elle avait soustrait les enfants à l'occasion d'un droit de visite et les avait conduits à une situation d'errance dans la clandestinité. Suite à la plainte déposée par le père des enfants, une instruction était ouverte et après plus de 2 ans de cavale, elle était arrêtée et placée en détention provisoire, puis a fait l'objet d'une hospitalisation d'office. Suite à 2 expertises faisant état de son irresponsabilité pénale, elle avait fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu pour cause d'irresponsabilité pénale en date du 5 juin 2015. Il importe de noter que dans le cadre de cette première information judiciaire ayant abouti au non-lieu pour irresponsabilité, Sandrine Gatchadoa avait reconnu les faits d'enlèvement, mais les revendiquant comme l'unique moyen de protéger ses enfants,
persuadé de la véracité du danger qui fait, selon l'expert, de sa croyance irrationnelle délirante d'un complot d'origine maçonnique pour couvrir les réseaux pédophiles dont sa fille serait une victime. Cela confirme donc les propos de Jérémy Lehu, selon lesquels Sandrine lui avait dit qu'il fallait qu'elle récupère ses enfants à tout prix et qu'elle lui avait clairement demandé s'il pouvait les récupérer pour elle et qu'elle voulait les récupérer par tous les moyens, sauf par la voie juridique parce qu'elle ne marchait pas et qu'il avait alors compris qu'elle voulait les enlever, ses propos étant clairs. Il est d'ailleurs à noter que Sandrine Gacciado a pu dire à sa fille qu'elle préférait tuer ses enfants pour les protéger de leur père plutôt que de les laisser avec lui. Il est donc établi que le projet de Sandrine Gacciado à priver de tout droit auprès de ses enfants et dans l'impossibilité de les voir était bien de trouver des personnes aptes à les enlever et que telle a été sa demande auprès du couple Maillot-Ziman. Puisqu'en plus elle leur a communiqué des informations nécessaires à la surveillance de la famille. Par la suite, il est établi qu'elle a préparé une nouvelle fuite avec eux en trouvant, par des moyens en partie inexpliqués, des moyens financiers importants lui permettant d'envisager une nouvelle cavale avec ses enfants, une somme en argent liquide de 5 950 € ayant été découverte dans ses affaires. Elle a par ailleurs demandé un allègement de son contrôle judiciaire pouvant permettre que sa fuite ne soit pas immédiatement repérée et elle a changé d'adresse sans prévenir le juge d'instruction. Il peut être ajouté que l'exploitation des matériaux électroniques saisis a permis de retrouver des extraits de traces de type Facebook au sujet de Stan Maillot qui est présenté comme enlevant des enfants et les plaçant à l'abri avec leurs parents. Sandrine Gacciado intervient dans cette discussion pour indiquer que Stan Maillot est au courant de son affaire qui serait trop surveillée. Cela confirme donc que Christian Maillot se présente ou est présenté comme enlevant les enfants pour les mettre à l'abri, raison pour laquelle Sandrine Gacciado lui a confié son affaire. Elle a donc été examiné par un expert psychiatrique qui a eu en sa possession l'intégralité du dossier pénal, qui a dû examiner le dossier médical et qui l'a expertisé aussi. Il résulte de cette expertise que Sandrine Gacciado reste convaincue de la justesse de ce qu'elle a fait et qu'elle persiste à se poser en victime d'un système. L'examen révèle un trouble délirant chronique évoluant depuis plusieurs années et l'infraction reprochée est en relation avec ces troubles. L'expert ajoute que le risque de reprise d'une activité de groupe pour récupérer ses enfants existe, mais que Sandrine Gacciado est plutôt dans la résignation au moment de l'examen. Elle reste accessible à une sanction pénale car elle peut en comprendre la portée, bien que cela soit sans aucune incidence sur ses troubles et délires. Une obligation de soins peut avoir valeur de prévention. S'agissant de la question du discernement au moment des faits, objet du dossier, l'expert précise qu'il n'y a pas d'abolition du discernement du contrôle des actes de Sandrine Gacciado, mais une certaine altération du fait de la pathologie délirante. Il rajoute qu'elle n'a pas agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. Donc pas de cause d'irresponsabilité.